bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Souvent, il m'a dit que c'est presque son travail le plus grand du journée, du moins le travail qui consumait tant d'heures par jour, de lire et de répondre toutes ces lettres. Qu'est-ce qu'elles contenaient, toutes ces lettres ? C'était des demandes, c'était surtout des lecteurs. La plupart des gens que mon père ne connaissait pas personnellement, mais des lecteurs qui lui demandaient quelques conseils dans des situations difficiles. Quel genre de situation ? Souvent graves, enfin des... Des fois, c'était des situations graves. Des fois, il s'agitait même de suicide, soit qu'une femme déçue lui écrivait que son fils ou son mari avait l'intention de se suicider. Donc votre père, là, tenait le rôle un peu d'un maître spirituel, d'un gourou auprès de gens qu'il ne connaissait pas, mais qui, eux, le connaissaient parce qu'ils lisaient ses livres. Oui, c'est-à-dire, c'était surtout ces personnes qui le prenaient comme gourou. Lui, il a toujours refusé de jouer le rôle de gourou. Une archive de Bruno Hesse, le fils d'Hermann, interrogé en 1973 par Marie-Claude Trémois. Bonjour François Mathieu. Bonjour. Cette archive, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle est tout de même assez incroyable. Il y a peu d'écrivains qui peuvent comme ça se revendiquer d'une influence aussi puissante sur leurs lecteurs qu'Hermann Hesse. Effectivement, c'est absolument extraordinaire l'influence qu'il a pu avoir, certaines parties de sa vie, sur le lectorat. Mmh. Sa correspondance est absolument immense. Elle n'est pas totalement publiée, mais on peut, je l'ai entre les mains en très très grande partie. Très abondante, ça veut dire, je crois, 10 000 lettres. Oui, c'est plus de 10 000 lettres, et il y en a qui ne sont pas déchiffrées encore. Hein. Est-ce que c'est ce pouvoir qu'il a sur les lecteurs qui vous a donné envie de lui consacrer une très grosse biographie, très complète biographie, en tous les cas, qui vous a décidé à passer beaucoup de temps à l'étudier? Oui. Vous voulez l'histoire de cette... Mais pourquoi pas? Il y a quelques années, chez Corti, on m'avait demandé de traduire des textes de Hermann Hesse. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait totalement. Et en particulier, on m'avait demandé de traduire des poèmes de Hermann Hesse. Et j'avais essayé pendant 6 mois. Et au bout du compte, j'ai jeté mon tablier en disant « Non, je n'y arrive pas ». Et puis est venue une deuxième période chez Kalman Levy avec un éditeur que j'ai beaucoup apprécié, qui est revenu à moi en me disant: écoutez, vous avez traduit du Hermann Hesse, est-ce que vous ne voudriez pas travailler à nouveau pour nous? Et donc c'est là que j'ai fait le petit livre. Sur le Hermann Hesse et le jardin, paru chez Kalman Levy. Et cela m'a donné envie de plonger beaucoup plus longuement dans son œuvre, à la recherche de textes qui n'étaient pas encore traduits. Alors vous n'êtes pas le premier biographe de Hermann Hesse. Il y avait bien longtemps avant vous, en 1927, cette biographie de Hugo Ball, qui est une biographie un petit peu officielle. Ils se connaissaient, ils étaient même amis. Très amis, ouais. Oui. Oui, et Hugo Ball a écrit donc la première biographie sur le plan historique, et il a écrit cette biographie. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas comme moi à partir des textes.
Lui, c'est à partir des interrogations qu'il pouvait avoir auprès de Hermann Hesse pour pouvoir... Ils vivaient d'ailleurs très proches l'un de l'autre, et donc c'est une biographie, on va dire, beaucoup plus vivante que celle que j'ai pu écrire ou que d'autres biographies qui ont été écrites. Il y en a eu avant moi, il y en a eu en France 2 autres. Et puis il y a même des parcelles d'autobiographie de Hermann Hesse. Oui. Vous levez les bras. Je lève les bras parce que j'ai tendance à penser que tout écrit de Hermann Hesse est de l'autobiographie. N'est-ce pas? Certains plus que d'autres. Certains encore. plus que d'autres, mais il y a toujours... C'est une perpétuelle recherche de soi dans l'écriture. Donc il y a vraiment des écrits autobiographiques dans les journaux intimes, les souvenirs. Il y a la belle esquisse d'une autobiographie. Et puis bon, lui, Hermann Hesse, se met en scène dans divers textes directement, comme Le Curiste ou Le Voyage à Nuremberg. Et puis il y a dans ces grands romans, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup pour comprendre que derrière Peter Kamensin, dont il raconte la jeunesse, il y a Hermann Hesse lui-même. Ça, c'est son premier roman. Mais on va prendre un exemple. On va prendre Le Loup des steppes, qui n'est pas du tout parmi ses premiers romans, mais qui est assez symptomatique de la façon dont Hermann Hesse se projette dans ses livres. On peut dire que Le Loup des steppes, c'est de l'auto-analyse. C'est de l'auto-analyse, c'est évidemment une métaphore sur ses propres recherches à ce moment-là. On est en 1927, 1926-1927. Bon, il a calculons 50 ans. Hein. C'est une période extrêmement difficile pour lui. Bon, il y a eu la guerre, on y reviendra après, j'imagine. Mais donc il y a eu la guerre, il y a eu son couple qui a capoté. Hein, sa femme est malade mentalement. Et schizophrène. D'ailleurs, on a dit que lui était bipolaire. Oui, mais je suis pas un grand spécialiste de cela. Donc, ensuite, il a fait une deuxième tentative de connaissance d'une femme qui avait 20 ans de moins que lui. Ils se sont mariés, mais ils se sont pratiquement jamais connus. Très vite, elle a demandé le divorce, et donc lui se retrouve tout seul. Alors on va écouter un extrait de ce Loup des steppes, justement. C'était un homme nocturne. Il craignait le jour qui ne lui était pas propice, ne lui avait jamais apporté rien de bon. Jamais en aucun matin de sa vie il ne fut vraiment joyeux. Jamais à aucune heure avant midi il ne fit une bonne action, n'eut une bonne pensée capable de donner de la joie aux autres et à lui-même. Ce n'est que dans le courant de l'après-midi qu'il se réchauffait lentement, et seulement vers le soir, en ses bons jours, il s'animait, devenait fécond et parfois ardent et joyeux. Cette particularité se rattachait d'ailleurs à ce besoin profond et passionné de solitude et d'indépendance qu'aucun homme n'éprouva jamais plus que lui. Dans sa jeunesse, quand il était encore pauvre et peinait pour gagner son pain, il préférait crever de faim et porter des vêtements déchirés uniquement pour sauver une parcelle d'indépendance. Jamais il ne se vendit ni pour de l'argent, ni pour du confort, ni aux femmes, ni aux puissants. 100 fois il rejeta et refusa ce qui aux yeux de tous était bénéfice et bonheur, pour garder en revanche sa liberté. Aucune idée ne lui était plus horrible et plus haïssable que celle de devoir un jour remplir une fonction, suivre un immuable emploi du temps, obéir aux autres. Un bureau, un comptoir, un office lui était exécrable comme la mort. Et ce qui pouvait lui arriver de plus affreux en rêve, c'était d'être prisonnier dans une caserne.
Lecture par Claude Métra. Alors, en quoi finalement ce loup des steppes ressemble-t-il dans sa volonté farouche d'indépendance qui va jusqu'à l'isolement pour lui? En quoi ressemble-t-il à Hermann Hesse? Ce personnage a l'air... Harry a l'air... Hein. Donc, c'est son surnom, c'est en fait, le loup des steppes, en effet. Son surnom. Dans ce livre, dans ce roman, il vit seul. Il a eu un passé, il a eu une épouse, mais ils se sont quittés. Il est seul. Que fait-il? On sait qu'il écrit le soir. Et le reste du temps, il erre. Mm-hmm. Et il erre à la recherche de ce qui lui manque. Et le tout avec des idées suicidaires permanentes. Il y a 2 rencontres dans le livre. Une première rencontre qui est un colporteur qui lui donne un petit ouvrage qui raconte sa vie. Oui. Donc on est complètement dans le fantastique à cet endroit-là. Et une deuxième rencontre d'une jeune femme qui va lui apprendre à se découvrir. Donc il va lui apprendre à danser, par exemple, parce qu'il a un rapport au corps qui est très problématique. Alors, c'est un pur esprit. La danse, il n'en veut pas. Mais cette jeune courtisane lui dit, mais ça te manque, ça, c'est quelque chose que... Et pourquoi est-ce que ça te manque? C'est parce que tu ne sais pas rire. Et elle va lui apprendre donc à danser, et elle va lui apprendre aussi à rire. Alors ce loup des steppes, ce Henri Haller, il déteste la bourgeoisie. Et pourtant... Quand il rentre chez lui, dans sa petite chambre louée, il passe devant un appartement très bien rangé, avec des plantes sur le palier, et il ne peut pas s'empêcher finalement d'envier un petit peu cette atmosphère bourgeoise qu'il aperçoit comme ça dans cet appartement. Qu'est-ce que ça signifie de Hermann Hesse, ce rapport complexe avec ce qu'il appelle la bourgeoisie? Je crois que, bon, d'abord, il la déteste, mais il y est très attaché. Je pense qu'elle signifie tout son passé familial, car il est né dans une famille pieuse, bourgeoise, hein, et il a passé sa jeunesse, il a passé le reste de sa vie à rejeter cela. Mm-hmm. Hein? Et pourtant, il sait qu'il en dépend. Et pourtant, cette famille bourgeoise, elle n'a pas l'air si problématique que cela. Il a des grands-parents, notamment, qu'il semble admirer beaucoup. Alors, il a, du côté paternel, un grand-père qu'il n'a jamais vu, mais qui était pasteur et médecin. Toute la famille est dans le domaine religieux. Chez les piétistes, complètement, c'est-à-dire cette frange du protestantisme allemand qui, au XVIIIe siècle, est entré en dissidence avec le protestantisme officiel pour retourner vers les fondements mêmes. Et cela signifie une éducation extrêmement dure. Alors donc il y a le grand-père du côté paternel, il y a le grand-père du côté maternel, alors là qu'il a bien connu, et à qui il doit en particulier son grand intérêt pour l'Orient. Hein, parce que lui-même était missionnaire en Inde, voilà, c'est là où sa mère est née d'ailleurs. Voilà, sa mère est née en Inde et le grand-père a été en particulier un grand linguiste, travaillant sur la langue malayalam, écrivant notamment un dictionnaire qui a servi pendant très longtemps
je ne sais pas s'il ne sert pas encore. Je pense qu'on a fait tellement de progrès dans ce domaine que ça peut être dépassé, mais ça y est, c'est important. Donc c'est une enfance particulièrement conflictuelle, et cela très rapidement avec ses parents. Que va vivre Hermann Hesse? Ça commence d'abord par être joyeux. Ça commence d'abord par être... Il aime, par exemple, aller chez son grand-père, parce que le grand-père, dans son bureau, a des objets qu'il a rapportés d'Inde. Ça, c'est absolument magnifique. Le grand-père sait raconter aussi des histoires, évidemment. Mais c'est avec les parents que les choses vont... Oui, encore dans l'enfance, les parents ont vécu à Bâle pendant une certaine période, et alors là, ça a été pour l'enfant. On a entendu tout à l'heure Hermann Hesse dans cette séquence d'interviews radiophoniques parler du bonheur qu'il a éprouvé dans l'enfance, et c'est vrai que quand il avait 5, 6, 7 ans, il a vécu dans des conditions qui étaient des conditions... Bon, et puis après, avec les parents, les choses en grandissant, les choses vont changer. Avec les parents et puis avec l'école aussi, oui. Parce que assez rapidement, il décide qu'il veut être poète. Et c'est tout. Donc il s'ennuie beaucoup au lycée, il fait le mur, il peut rentrer ivre après minuit, il se fait renvoyer d'ici et de là. Et au fond, il se cherche au point de ne pas parvenir à poursuivre ses études. Oui, non, mais c'est une période terrible, et ça a dû être une période terrible aussi pour ses parents. Parce que c'est un élève brillant, très brillant. Et tout le monde le dit. Et on peut le penser. Donc il est très très brillant. Ses parents lui font faire des études pour devenir pasteur. Hein. Donc il réussit brillamment l'entrée au séminaire, hein, mais vraiment très très brillamment, et très très vite il va s'opposer en particulier, il joue du violon, il adore jouer du violon, mais il y a un prof de musique et prof de violon qui est un tyran militaire, et là c'est là que le choc va arriver. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Hermann Hesse. Avec vous, François Mathieu, Hermann Hesse qui va donc faire tout un tas de petits boulots, de divers apprentissages, comme libraire par exemple, pendant un certain nombre de mois. Et puis il va retourner à Bâle, où il a été un moment, vous le disiez, avec ses parents. Et là vous dites qu'au fond, il va rêver puissamment. Et que c'est ça, son activité, son désir, c'est de rêver. C'est de rêver. Alors, je dis encore 2 ou 3 mots sur son travail, hein, ses activités. De guerre lasse, et les parents l'ont placé dans un hôpital psychiatrique pendant plusieurs mois. Hein. C'est tellement les choses. Il était déjà très déprimé aussi. Était compliqué. Il était déjà déprimé. Donc le père réussit à le faire entrer comme ouvrier ajusteur chez un horloger. Ça va durer quelque temps. Ensuite, il va entrer en librairie. C'est d'une certaine façon son travail en libre. Alors il va travailler dans 3 librairies successivement, hein. Mais vous parlez de rêve. Le rêve, il va le vivre grâce à la littérature. Les horaires de libraire sont extrêmement importants, mais il rentre le soir chez lui, et après avoir emprunté 1 bouquin, 2 bouquins, et il lit. Et là, on retrouve un peu le personnage justement du Loup des Steppes. Ben, bien sûr.
Bien sûr. Qui vit solitaire, mais qui vit au milieu des livres. À Bâle, il se cultive beaucoup. C'est une ville qui le touche aussi parce que c'est pour lui la ville de Nietzsche. Oui, de Nietzsche et de Burckhardt. Ouais. Donc, effectivement, il se plonge dans les œuvres de Nietzsche. Il en sortira en particulier ce que l'on va retrouver dans le loup des steppes, la capacité de savoir souffrir, hein, la capacité est d'accepter sa souffrance quand bien même elle est infinie. Et de ne pas la fuir. Hein. Quant à Burckhardt, ça va être plutôt l'initiation artistique. Ça va être l'Italie, ça va être les arts plastiques, l'art de la Renaissance. L'art de la Renaissance. Et l'influence des œuvres de Burckhardt sur lui sont déterminantes dans le sens où cela va le mener à faire ses voyages en Italie. Hein? Donc plusieurs voyages à Milan, Florence, Pise, Venise, et là vous expliquez qu'il est tout sauf un touriste habituel, François Mathieu. Oui. Il est capable, c'est à Florence par exemple, d'aller visiter 12 fois les offices, toujours pour voir les mêmes tableaux. Hein, et en même temps, il écrit, et ses souvenirs des voyages en Italie, on peut les lire comme un guide, non pas touristique, mais comme un guide pour intellectuels voulant connaître l'Italie. 1902, c'est la mort de sa mère et c'est une nouvelle vague de dépression. Oui. Sa mère avait une maladie osseuse qui était que l'on ne savait pas guérir, hein, n'est-ce pas? Donc petit à petit, elle est morte et il en a éprouvé un tel chagrin qu'il n'est pas allé à l'enterrement de sa mère. C'est aussi l'époque de son mariage. Vous avez commencé de l'évoquer tout à l'heure avec Maria Bernoulli. Il se marie donc à Bâle en 1904 et c'est à ce moment-là qu'il publie aussi son premier roman, Peter Kamenzind. De quoi s'agit-il? C'est un roman d'initiation dans lequel, encore une fois, on le retrouve. On va le retrouver. Et il va raconter en particulier son arrivée dans le monastère, hein, dans le séminaire. C'est vrai que quand on est allé à Maulbronn, donc qui existe, qu'on peut visiter, hein, qui est un monastère cistercien, quand on va à Maulbronn, on est absolument subjugué par l'entrée, par l'église, par le cloître, etc. Et donc son jeune personnage fait son entrée dans ce monastère pour commencer ses études. Je dis la fin du livre. Mais bien sûr. Bon, ça s'achève par une mort, par un suicide. Après cela, il y aura L'Ornière en 1906 et un autre roman qu'il estimera raté en 1910, Gertrude. En voici un extrait. De toutes les représentations de la béatitude imaginées par les peuples et les poètes, la plus grande et la plus profonde m'a toujours semblé être celle que l'on éprouvait en écoutant l'harmonie des sphères. Mon rêve le plus intime, le plus précieux, fut d'entendre, pour la durée d'un battement de cœur, résonner dans leur harmonie secrète toute la structure de l'univers et toutes les manifestations de la vie. Et je retrouvais avec ce souvenir la merveilleuse lucidité, la limpidité presque cristalline et la transparence des sentiments, qui se manifestaient sans masque, qui ne s'appelaient ni douleur ni bonheur, mais représentaient de la vigueur, de la musique et de l'élan. Le mouvement, le chatoiement et les conflits de mes sensations affinées s'étaient transformés en musique.
Je voyais désormais dans mes bons jours le soleil et la forêt, les rochers brunis et les lointaines montagnes argentées avec une impression de bonheur, de beauté et de réceptivité accrue. Et au cours des heures sombres, je sentais mon cœur malade se dilater et se révolter avec une fougue redoublée. Un extrait lu par Emmanuel Lang. On entend bien François Mathieu dans cet extrait affleurer seulement le rapport à la nature qui est primordial pour Hermann Hesse, qui évoque là l'harmonie des sphères, la structure de l'univers, mais aussi en passant le soleil, la forêt. Et le retour à la nature, c'est quelque chose qu'il va expérimenter justement après son mariage. Oui, alors, de combien de façons? Il y a, en restant très prosaïque, il y a les promenades. Ça a été, Hermann Hesse a été un très grand promeneur. Et en particulier, lorsqu'il s'est mis à peindre, il partait avec son chevalet dans la nature autour de de sa propriété. Du lac de Constance. Voilà. Non, pas de Constance. Le lac, c'est Ascona. D'accord. Non, le lac de Constance, c'est la première habitation, mais c'est pas encore la période de la peinture. Alors il y a les promenades, il y a le jardin, je peux le dire, son amour pour le jardinage. Aussi bien avec sa première épouse qu'avec la deuxième. Et puis surtout, il y a deux choses auxquelles il faut penser. C'est d'abord sa grande sensibilité aux saisons. Il a écrit 1500-1600 poèmes et il y en a une bonne partie qui sont consacrés aux diverses saisons. Et puis il y a son comportement vis-à-vis de la nature, n'est-ce pas? Pour lui, la nature est belle partout. Mm-hmm. Et vous me faisiez allusion à quelque chose maintenant à laquelle je peux venir. C'est que au moment où son premier couple ne fonctionne pas bien, il s'en va de chez lui après qu'il a rencontré des gens de la fameuse communauté de Monte Verita près d'Ascona, une secte voulant vivre près de la nature. Et là, que fait-il? Il va les rejoindre, mais ne reste pas auprès d'eux. Il part en forêt et pendant plus de 7 jours, il va vivre tout seul, nu, se creusant une fosse dans la terre et recueillant de l'eau dans des petits récipients qu'il a tressés lui-même avec des tiges de plantes, se nourrissant à l'occasion de baies, etc. Bon, plus tard, il trouvera que vraiment il avait exagéré et que c'est pas là la voie pour le retour à la nature. Mais en tous les cas, il y a une constante chez lui qui est un certain refus de la modernité, oui, qui prend de la vitesse au début du XXe siècle dans toute l'Europe. Oui. Et c'est quelque chose. Enfin, comment dirais-je? Ça l'a pas empêché d'avoir une voiture, hein. C'est-à-dire avec sa troisième femme, elle a passé le permis de conduire et ils se sont baladés en voiture. Mais il exècre vraiment cette déshumanisation industrielle. Et ce sera comme ça toute sa vie, puisque je crois que son dernier poème, c'est précisément un poème qui est un éloge de la nature, François Mathieu. Alors, il faut que je le retrouve. Ah, vous l'avez, c'est formidable. Je l'ai là. Effectivement, c'est un poème qui a été écrit entre le 1er et le 8 août 1962, et il meurt le 9. Grincement d'une branche tordue. Branche tordue, fendue, qui pend déjà d'année en année, sèche. Elle grince dans le vent sa chanson, sans feuilles, sans écorce,
blême et nu, fatigué de vivre trop longtemps, d'une trop longue agonie. Sa chanson sonne dure et endure, sonne obstinément, sonne un secret et froid, encore un été, encore un hiver entier. La compagnie des auteurs sur France Culture. Il faut parler, François Mathieu, de la Première Guerre mondiale, car c'est un nouveau tournant dans la vie de Hermann Hesse, une nouvelle blessure qui vient s'ajouter à la perte déjà de sa mère. Oui. C'est effectivement une période qui, pour toute l'Europe, a été terrible, mais que lui a vécu véritablement avec douleur. Quand la guerre est déclarée, il se sent allemand et bien que vivant en Suisse, il se sent allemand et commence par penser, comme bien des gens à son époque, que ça n'allait durer que quelques jours. Et donc son esprit penche vers l'Allemagne. Mais il y a un événement qui va le faire changer d'avis. C'est ce qu'il considère comme un immense acte barbare. C'est la destruction de la cathédrale de Reims. J'en parle avec certaine émotion puisque moi je suis né à Reims. Le 19 septembre 1914. Pas moi. Non, pas vous. La cathédrale voilà. Est détruite. Donc cette cathédrale est détruite et pour lui c'est vraiment un acte de barbarie suprême. Et donc il va œuvrer désormais pour lutter contre cette guerre dans l'esprit des Allemands. Il y a autre chose qui, je crois, lui fait un petit peu abandonner ses velléités d'esprit un petit peu va-t-en-guerre au début de la Première Guerre mondiale. C'est la rencontre d'une vieille infirmière dans un hôpital. Oui. Que lui dit-elle, cette vieille infirmière ? Cette vieille infirmière dans cet hôpital, elle avait connu la guerre de 70-71, qui avait été aussi une guerre meurtrière, pas autant évidemment que la Première Guerre mondiale. Mais cette femme chantait les louanges de la guerre, alors qu'elle avait vécu des atrocités, qu'étant infirmière, elle avait vu toutes les blessures que les hommes pouvaient subir, et donc il y a eu dans son esprit, Hermann Hesse s'est mis à penser, mais ça n'est pas possible, comment des gens qui sont des gens qui soignent, peuvent-ils ensuite vouloir la guerre. Et il y avait cette idée que la vie des gens devait être bien pauvre pour que on trouve exaltante une période de guerre. Oui. Et puis et donc dans différents écrits qu'il va publier, il va entrer en opposition à la guerre. Il y a notamment tout au début un texte qui est resté célèbre, pas sur ce ton, messieurs, qui reprend un poème de Schiller et qui est les paroles de l'hymne européen. Et tout cela va entraîner qu'il va recevoir des courriers de gens haineux, il va y avoir dans la presse des campagnes contre lui. C'est aussi l'époque où son mariage fonctionne de plus en plus mal et il va donc tomber en dépression. Mais alors, tout au début, il a demandé à être enrôlé dans l'armée allemande et il a été refusé parce qu'auparavant, il avait été, il n'avait pas été accepté, il avait été réformé à cause de ses yeux, de sa myopie qui était très forte. Donc,
un peu plus tard, on lui fait la proposition, et lui aussi fait la proposition au gouvernement allemand de fonder une association qui va fournir de la lecture aux prisonniers allemands, notamment dans les camps en France. Et donc pendant plus de 2 ans, avec une autre personne, il va travailler dans ce sens. Alors, pendant 2 ans, sauf quelques mois, puisque vous parliez de la grave dépression d'Hermann Hesse, il va, à un moment donné, ne plus pouvoir travailler, et c'est finalement la découverte de la psychanalyse avec un jeune élève de Jung, Joseph Lang, qu'il va finalement réussir à se sortir de cette grave dépression, François Mathieu. C'est un beau moment de sa vie, si je puis dire, malgré tout le malheur que ça sous-tend. Mais donc, véritablement, il n'en peut plus, et il va entrer en relation à Lucerne, donc avec ces dénommés Lang, et ils vont avoir une amitié qui va durer jusqu'à la mort de Lang dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ce Lang lui dit, il le vous voit, il lui dit « Notez vos rêves ». Donc, je suis un peu en train de travailler là-dessus d'ailleurs, il a écrit un certain nombre de textes où il décrit très 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 bien ses rêves. Et deuxième partie de la thérapie, dessinez vos rêves. Et les premiers dessins à l'aquarelle ou à la gouache de Hermann Hesse sont des espèces d'explosions, mais quelque chose va changer, et par la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la nature qu'il va se mettre à peindre, et il y a plus de 3000 peintures. Alors, peut-être qu'une troisième partie de la thérapie, c'est aussi d'écrire, et notamment d'écrire ce roman, Demian, dont voici un extrait. Je commence mon histoire par un événement de l'époque où, âgé de 10 ans, je fréquentais le gymnase de notre petite ville. Avec une émotion mélancolique et un frisson délicieux, j'évoque le parfum et laisse affluer en moi les images de ce temps disparu. Rues sombres et rues claires, maisons et tours avec leurs carillons, visages humains, chambres tièdes et confortables, chambres pleines de mystères que visitaient les revenants, chambres imprégnées d'une odeur de lapin, de remèdes de bonnes femmes, de fruits séchés. Là, 2 mondes se côtoyaient. De 2 pôles venaient le jour et la nuit. L'un de ces mondes était la maison paternelle, mais il était même plus étroit encore. À proprement parler, il ne comprenait que mes parents. Ce monde m'était en grande partie bien connu, il se nommait père et mère. Il s'appelait amour et sévérité, exemple et école. Une lumière plus douce l'éclairait. La clarté et la propreté le caractérisaient. À la maison, les paroles étaient douces et amicales, les mains bien lavées, les vêtements propres, les manières polies. L'on y chantait le choral du matin et l'on y célébrait la fête de Noël. Dans ce monde-là, il y avait des lignes droites et des chemins qui conduisaient à l'avenir. Il y avait le devoir et la faute, la mauvaise conscience et la confession, le pardon et les bonnes résolutions, l'amour et le respect, la parole sainte et la sagesse. C'est en ce monde-là qu'il fallait demeurer pour que la vie fût claire et nette, belle et bien ordonnée. L'autre monde, en revanche, qui commençait déjà dans notre maison même, était complètement différent. Il avait un autre parfum.
La compagnie des auteurs sur France Culture, Hermann Hesse, avec vous François Mathieu. Qu'est-ce que vous inspire cet extrait de lecture ? Ce morceau est absolument magnifique et il est emblématique de tout ce livre. On y retrouve la psychanalyse, vous trouvez qu'il fait à cette époque-là ? Démian, c'est le démon. Donc c'est le double du personnage, et c'est un roman justement sur le double que chacun d'entre nous peut contenir et que surtout Hermann Hesse contenait. C'est quand même l'époque où, grâce à sa psychanalyse aussi, il va découvrir que les névroses, ce ne sont pas forcément que des calamités, mais ça peut aussi apporter une certaine substance. Oui, que l'on peut en faire quelque chose, et que lui en a fait quelque chose grâce à l'écriture. Oui. Et ça, il va le creuser finalement ce thème dans d'autres romans, et notamment peut-être dans le roman qui est le plus célèbre avec le Loup des steppes dont on a parlé tout à l'heure, qui est Narcisse et Godmund. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce roman qui est publié en 1930 ? En 1930, oui. C'est un roman d'initiation ou d'éducation qui se passe au Moyen-Âge. C'est un Moyen-Âge au contour flou et non historique, on va pas le voir. Mais Hermann Hesse, il décrit le développement intérieur d'un héros qui choisit la vie nomade et errante pour accumuler des expériences qui forgeront son univers mental. Donc ça, c'est Goldmund, c'est un jeune élève du séminaire, oui. Et il éprouve pour son maître, qui s'appelle Narcisse, oui. Qui est aussi un jeune moine, des sentiments qui sont à la fois de l'affection et de l'admiration, c'est cela. Et de l'admiration, mais il y a aussi beaucoup d'amitié entre ces deux êtres qui sont des êtres surdoués, exceptionnels. Narcisse a été pris pour enseigner, alors qu'il n'a pas l'âge pour enseigner, mais il a de telles capacités que... Bon, et puis le jeune qui arrive, là, Goldmund, c'est la bouche d'or, oui. Qui arrive, lui aussi est surdoué, et il y a une amitié entre eux qui est... Et Narcisse lui dit... Tu es artiste, je suis penseur. C'est toujours la dualité chez Hermann Hesse. Oui. Tu sommeilles sur le sein de ta mère, moi je suis au désert. Je vois luire le soleil, toi la lune et les étoiles. Tu rêves de filles, moi de garçons. Et Narcisse fait ainsi découvrir finalement à Goldmund ce qui est sa vraie nature. Oui. Et sa vraie nature, François Mathieu, qu'est-ce que c'est ? Sa vraie nature, c'est un artiste. Oui. Il s'agit toujours de découvrir sa vraie nature, de toute façon, quand on lit des romans de Hermann Hesse. Mais ça aboutit sur cette, cette idée que c'est tout un cheminement pour être arrivé à développer. C'est à nouveau le poète ou rien. Oui. On va écouter un extrait justement de ce roman. Ce fut une étrange amitié que celle qui s'établit entre Narcisse et Goldmund. Ils n'étaient guère de gens à qui elle plut, et parfois on pouvait avoir l'impression qu'elle leur déplaisait à eux-mêmes. Ce fut Narcisse, le penseur, qui d'abord eut le plus à en souffrir. Tout pour lui était pensé, l'amour aussi. Il n'avait pas le bonheur de pouvoir s'abandonner sans réfléchir à une inclination. Il était dans cette amitié le meneur de jeu, et longtemps il fut le seul à prendre pleinement conscience de son destin, de sa portée et de son sens. Longtemps, au cœur même de son amour, il resta solitaire, sachant bien que son ami ne lui appartiendrait vraiment que quand il l'aurait révélé à lui-même. Narcisse accueillait avec le sentiment d'une pleine responsabilité cette haute faveur du destin. Pour Goldmund, ce fut d'abord une libération et une guérison. La vue et le baiser d'une jeune fille venaient d'éveiller et en même temps de refouler sans espoir son juvénile besoin de tendresse.
Il le sentait au plus profond de lui-même, la vie qu'il avait jusqu'ici rêvée, tout ce à quoi il croyait, tout ce à quoi il se jugeait appelé et destiné, était mis en péril dans sa racine même par ce baiser reçu à la fenêtre, par le regard de ses yeux sombres. Lecture par Guillaume Gallienne. Alors certains disent que c'est l'un des plus grands romans de la littérature européenne, l'un des plus grands romans de Hesse. C'est votre avis aussi, François Mathieu ? Oui, j'ai des préférences. Quand on me pose la question quel roman recommander, je commence toujours par Le Loup des steppes. Pour quelle raison ? À cause d'abord d'une certaine simplicité, et puis par le fait que ça me semble, c'est très proche de ce que chacun d'entre nous peut ressentir, n'est-ce pas, avec ce double que nous avons en nous. Oui. Cet aspect loup et cet aspect homme. Donc ce livre, Narcisse et Goldmund, il a été réédité plusieurs fois, c'était tout de même un assez grand succès à l'époque. En 1941, avec Hitler qui est déjà au pouvoir depuis longtemps, les autorités l'interdisent. Et ça peut nous permettre peut-être de parler du rapport de Hesse avec Hitler qui regarde dès le début de l'ascension du Führer de très près la politique allemande. Oui, bon, Hermann Hesse n'a surtout pas oublié ce qu'il a vécu et ce qu'a été la guerre, la Première Guerre mondiale. Et la République de Weimar est pour lui une république bancale. C'est certes une république, mais comme il dit, elle n'est pas assez république. Bon, l'arrivée de Hitler, il la voit déjà en 28, 29. Il écrit des textes, n'est-ce pas, où il voit vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer et d'aussi grave que ce que l'Allemagne a déjà vécu. Il parle d'ailleurs assez tôt de ce qu'il appelle le déclin de l'Europe. Oui. Et de reprendre d'une certaine façon ce qu'a écrit Spencer sur le déclin de l'Europe. C'est un déclin qui est un déclin culturel, qui est un déclin... Pour lui, c'est culturel, de toute façon, mais ça s'appuie sur la politique. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il appelle exactement le déclin de l'Europe ? Le déclin, c'est les valeurs qui maintenant s'en vont et disparaissent, et puis des gouvernements qui ne sont pas capables de surmonter tout cela. Et il voit ce qui se passe en Allemagne où les revanchards appellent une guerre. Donc, quand en 1933 Hitler vient au pouvoir, il sait ce qu'il lui reste à faire, et un de ses premiers actes a été de recevoir des émigrés allemands qui ont fui les premières exactions hitlériennes. C'est là qu'il reçoit le couple Thomas et Katia Mann, le couple Brecht-Weigel, et puis il y a tout un tas d'autres. Il a été, et par la suite, il a beaucoup aidé. Il faut peut-être qu'on revienne, François Mathieu, sur la question de l'Inde et de l'Orient, parce que on sait que son dernier roman, qui est aussi un roman très célèbre, c'est Siddhartha. Lui-même a été en voyage aux Indes, et finalement, il a été un peu déçu par ce qu'il n'a pas trouvé là-bas. Oui. Alors, il a appelé cela le voyage en Inde, mais il n'est pas allé en Inde. Donc, il est allé à Sumatra, il est allé, je sais plus... mais il n'est pas allé en Inde. Ensuite, évidemment, ce qu'il avait appris du côté de ses parents et du côté du grand-père maternel, il l'avait vraiment idéalisé. Pourquoi va-t-il en Inde ? D'abord pour fuir la famille.
Il y a 3 enfants qui sont nés, il en a assez. Il fuit, c'est pas bien, hein, c'est pas moral du tout, mais il fuit aussi son couple qui ne se passe voilà. Marche Et pas très puis et puis pour avoir des sensations nouvelles, il va en revenir déçu parce que il voit la misère. Hein. Et puis il y a sa propre incapacité à parler avec les gens. Donc c'est très difficile quand on veut connaître. Donc il n'est pas guéri comme il l'aurait souhaité par ce voyage. Et il n'est pas, voilà. Ouais. Et alors Siddhartha, ce roman, un gros morceau, c'est ça? C'est un gros morceau. Il a mis un peu de temps à l'écrire. Hein. Il met en œuvre à cet endroit-là ses connaissances du bouddhisme. Hein. Oui. Là aussi, il crée un personnage qui veut apprendre et qui va apprendre, mais pas exactement ce qu'il attendait. Donc, c'est toujours, encore une fois, un petit peu ça, l'initiation psychologique du personnage. Et en quoi est-ce qu'il ne prend pas ce qu'il attendait? Encore une fois la question. En quoi n'apprend-il pas ce personnage ce qu'il pensait apprendre? Parce que il ne peut pas. Quand il côtoie Bouddha, quand il apprend ce qu'est réellement Bouddha et sa pensée, c'est une doctrine et pour lui, il ne peut pas entrer dans une doctrine. Et là, c'est là qu'on retrouve Hermann Hesse, n'est-ce pas? C'est dans cette période, c'est l'époque où il écrit je ne pourrais pas être communiste, je ne pourrais pas être fasciste, je ne peux pas entrer dans une doctrine, et quand bien même cette doctrine soit très belle, telle que le bouddhisme qui lui apprend, n'est-ce pas, à mieux se connaître, à mieux rentrer en lui, mais qui l'éloigne des beautés terrestres que lui apporte une courtisane, une nouvelle courtisane dans la vie littéraire de Hermann Hesse. Et oui, c'est toujours la liberté qui compte pour Hermann Hesse. On n'a pas parlé, et nous n'aurons pas le temps de le faire, du jeu des perles de verre, qui est un roman très important et qui va lui permettre en partie d'obtenir en 1946 le prix Nobel de littérature. Oui. Qui sera pour lui comme une reconnaissance. Il l'attendait, ce prix Nobel? Je ne sais pas s'il l'attendait, mais ce qui est sûr, c'est que c'est réellement l'œuvre de sa vie. Il y a travaillé en plus d'une dizaine d'années. Il a... comment puis-je dire alors? Est-ce qu'il a demandé le prix Nobel? Je crois que c'est son ami Thomas Mann qui avait eu le prix Nobel avant et qui a fait le nécessaire pour qu'on le lui donne. Et il meurt le 9 août 1962. Merci beaucoup François Mathieu pour ce parcours dans la vie et l'œuvre d'Hermann Hesse. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur d'une imposante biographie intitulée Hermann Hesse, poète ou rien, publiée chez Kalman Levy en 2012. Vous avez également traduit de nombreux auteurs de langue allemande comme Kafka ou encore Brecht. Demain, nous terminons notre semaine européenne en compagnie du français Stendhal, mais tout de suite, c'est le moment de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie. Cette semaine, nous lisons Werner Lambercy, La chute de la grande roue, 4e de couverture. Né à Anvers en 1941, Werner Lambercy vit à Paris. Issu d'un milieu néerlandophone, il a choisi d'écrire en français. Auteur d'une 60aine d'ouvrages, traduits en plus de 20 langues, il est notamment l'auteur Nous aimons Werner Lambercy pour sa production, pour sa profusion et pour les bouquets que nous en faisons. C'est à présent qu'il faut porter le deuil des rossignols et que tout le monde écrit des poèmes. Odysseus Elitis, poète grec. Tu as vu l'ombre et les lueurs de la beauté, l'ombre paresseuse, profonde et la lumière si pressée de fuir.
Tu n'as pas vu l'obstacle, obscur pourtant, transparent, qui fonde la matière dure et pourtant invisible, ni ce qui s'efface en donnant une naissance. Les pauvres aujourd'hui ont l'air plus pauvres parce qu'on leur dit qu'ils ont tort d'être pauvres. Ils sont coupables. Le directeur d'une importante brasserie à qui je vendais des allumettes publicitaires, ayant vu ma photo avec Isoard Hébrault dans un journal lu par hasard dans l'avion, voulut savoir si la poésie ça rapporte. Non, rien, et je voulus revenir à mes moutons incendiaires, mais il prit son téléphone et appela son fils pour lui dire « Je perds de l'argent avec mes chevaux de course, je peux bien en perdre un peu avec un âne. » Et ils restèrent, l'un après l'autre, mes mécènes jusqu'à leur mort. Tiré de Baltrap, dans la chute de la Grande Roue, toute chose vit et meurt. Est-ce d'aimer d'être aimé qu'on meurt? Et pourquoi ce regret qui ne vient pas de moi que l'horizon s'efface et l'éphémère de même? J'ai fait les courses et le ménage. Mon âme peut lever les yeux sur un poème. Ce sera la rose en même temps que les épines, et puis l'esparadrap. Tu n'as pas oublié les pâtes? Elle demande. Le 18e à Paris est un quartier populaire et vivant, aussi longtemps que les bobos de Montmartre ne l'auront pas perverti. J'attendais donc paisiblement au métro Clignancourt lorsqu'une maman africaine m'enfonça son coude dans les côtes. Je n'aime pas les blancs. 3 fois. Les gens se mettent à nous observer. J'ai l'esprit d'escalier, ne trouve rien à répondre, quand soudain, je m'entends lui confier à voix haute « Fermez les yeux, madame, et nous serons tous noirs. » Ce fut un éclat de rire général, tandis que je tremblais encore de mon audace. « T'es où ?» Comme si je le savais, perdu sous les milliards d'étoiles, et sur le quai du métro où la foule se bouscule pour entrer et sortir des rames qui s'enfoncent vers le trou noir, comme des poissons dont le bocal se brise. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des poèmes de Werner Lambercy, extraits du recueil La chute de la Grande Roue.